Bonjour à tous, bienvenue sur Notion Explore. Je m'appelle Tony, je suis certifié et ambassadeur Notion et dans ce podcast, on va interviewer des personnes qui vont nous parler de leurs usages de Notion. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Camille, cofondatrice de Notion France et ancienne community lead chez Notion. Dans le podcast, elle revient sur son parcours, la naissance de la communauté française et son rôle au sein de l'équipe de Notion. Elle nous partage aussi ses usages et ses astuces. Notion Explore, c'est aussi une newsletter et un site internet proposant des ressources sur Notion. N'hésite pas à le consulter et à partager le podcast autour de toi pour le faire découvrir à d'autres personnes. Je te remercie. Je te souhaite une très bonne écoute. Salut Camille, comment tu vas ? Salut. Bah, écoute, ça va et toi? Bah ça va. Merci d'intervenir dans le podcast. Et merci de m'inviter surtout. Non, bah, avec plaisir. Du coup, ça, justement, je trouvais super intéressant d'avoir ton retour du coup sur Notion, sur l'écosystème. Et puis, du coup, tu as lead Notion France du coup pendant un petit moment et tu le fais toujours aussi. Et c'est vrai que voilà, je voulais un peu échanger avec toi sur tout ça. Donc, merci de venir du coup en tout cas. Bah écoute, plaisir partagé. Merci à toi. Et, Vas-y, je te suis. Ouais, ça marche. Est-ce que tu peux un peu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas du coup Bah, oui, c'est une bonne idée effectivement pour commencer. Alors, je m'appelle Camille Blanchot. J'habite au Portugal maintenant depuis 5 ans. J'ai 28 ans, bientôt 29. Et depuis quelques années, depuis 2020, Notion a un petit peu ou beaucoup changé ma vie à plein de niveaux. Déjà en tant qu'outil, effectivement, pour juste de l'organisation personnelle et pro, mais aussi beaucoup parce que c'est devenu le centre de mon activité freelance du coup. Et j'ai eu, comme tu dis, la chance de pouvoir même avoir un contrat direct avec Notion pour la gestion de la communauté française. Et ça a été assez génial pendant un peu plus d'un an et demi quand même, d'octobre 2021 jusqu'en avril de cette année. Donc c'était vraiment une super expérience. Et ça découle en fait effectivement à la base de la co-création de la communauté Notion en français ou Notion France, on l'a renommé plusieurs fois, et qu'on avait fait totalement bénévolement en 2020 du coup, avec Mélanie Carrière et Aminti Clémence. Et à la base, on se doutait pas trop de ce que ça allait devenir, mais je suis très très contente de voir que la communauté est ce qu'elle est aujourd'hui. Ah mais c'est hyper intéressant, puis vraiment bravo pour tout ça. C'est vrai qu'on va échanger petit à petit autour, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une énorme évolution du coup de la communauté au fur et à mesure du temps, et du coup c'est hyper cool. Comment t'en es venu toi du coup à Notion? Comment ton parcours à la base du coup c'est quoi du coup? T'as fait d'autres métiers autour, t'étais je sais pas, profil tech, market, et comment? Oh, alors ça, c'est la question la plus difficile à chaque fois pour moi. J'ai eu plusieurs vies, disons, et j'ai eu plusieurs carrières aussi. À la base, j'ai pas spécialement fait d'études. Je me suis arrêtée au bac L, et puis après le bac, je m'étais dit bon je vais voyager. Donc c'est ce que j'ai fait directement après le bac. Et le truc, c'est que suite à ça, je suis arrivée un peu après la rentrée. Du coup, j'ai pas suivi sur des études de suite parce que j'étais pas trop sûre de ce que je voulais faire. Et de fil en aiguille, j'ai dû commencer à travailler assez tôt pour pouvoir tout simplement subvenir à mes besoins. Ce qui fait que j'ai commencé par plusieurs contrats, dont un contrat assez long quand même de presque 3 ans dans la vente physique, donc retail, pour alors un milieu qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, c'était la vente de lingerie. Donc j'étais spécialiste en lingerie. Et on dirait pas comme ça, mais c'est beaucoup plus technique que ce qu'on imagine. Et donc j'ai commencé par la vente, et c'est vrai que franchement, c'est une super école de vie quand même pour un premier métier. Le fait d'être au contact des clients et quand même d'avoir des objectifs, encore une fois, commerciaux. C'est pour quelqu'un qui n'a pas forcément de formation spécifique ou quoi que ce soit, je trouve que ça te donne des compétences qui s'appliquent à beaucoup d'autres métiers. Et ça m'a vraiment énormément aidé par la suite de savoir justement comment vendre d'une part, et surtout comment gérer les clients et gérer de manière générale le contact relationnel, quoi. C'est tout un tout un art. Et après ça, du coup, j'ai eu plusieurs phases comme ça de voyage et puis après changement de carrière. Mais j'ai travaillé donc dans la vente, dans le tourisme un petit peu, enfin plutôt dans l'hôtellerie en auberge de jeunesse, où j'ai fait plusieurs choses dans un groupe d'auberge de jeunesse ici à Lisbonne.
un petit peu dans tout ce qui était logistique, manutention, trucs comme ça, et aussi des missions en rapport avec les animaux parce que j'adore les animaux. Donc ça, c'est une autre, une autre partie de ma personnalité. Mais surtout au service client, du coup, en arrivant ici au Portugal, j'ai commencé là-dedans et j'ai travaillé au final au total 2 ans à peu près, 2 ans et demi, sur ce genre de poste voilà, de responsable client, etc. Et pour des boîtes quand même assez intéressantes, hein. Donc j'avais commencé par Airbnb, ensuite j'ai eu la chance de travailler pour Google, pour Google Ads. Et c'est vraiment cette expérience-là qui m'a le plus appris et qui m'a le plus apporté d'un point de vue professionnel. Ça a été très dur aussi, mais très, très enrichissant. Et je suis passée aussi rapidement au service client de chez FreeNow, qui est un concurrent d'Uber. Je sais pas si... Voilà. Alors, je connais pas, mais en tout cas, non, mais c'est hyper, hyper riche du coup, comme Ouais. que tu as dû voir énormément en fait d'usages, tu vois, au-delà des compétences du coup divers et variés de manière globale, du coup, Ouais. t'étais rentré dans beaucoup de domaines en fait, du coup. Ouais, plein d'industries. Et du coup, pour revenir à ta question initiale qui était comment je suis arrivée à Notion, en fait, le fait d'avoir changé aussi souvent d'industrie et de poste, etc., tout en étant toujours salarié, je me suis rendu compte au bout d'un moment, assez rapidement en fait, que je ne voulais plus être salarié. Ça a été vraiment quelque chose qui a commencé à me venir en tête autour de, je sais pas, 2016. Et le truc, c'est que j'avais pas spécialement de compétences particulières. Et donc, j'avais commencé déjà à l'époque à me renseigner sur le genre de métier qui était faisable. Enfin, déjà, entre guillemets, le mode de vie freelance et, et le début des digital nomades aussi, parce que ça existait déjà, c'était tout un mouvement déjà à l'époque. Et surtout sur le type de métier qui était possible en remote, quoi. Et le truc, c'est que je me sentais... Enfin, le premier truc qui m'a attirée, c'était tout ce qui était web design, parce que j'ai toujours adoré créer des sites, des blogs, des forums, etc. Donc, en fait, c'est ça un petit peu qui m'a amené, disons, au no-code, pas forcément à Notion, mais c'est un ensemble de choses, oui. Parce que depuis que je suis ado, en fait, j'ai toujours passé mes journées, mes soirées après l'école à créer des forums avec tout ce qui était PHP BB, des trucs comme ça, des blogs, enfin bon, toutes sortes de choses. Et ouais, Ça ouais, remonte, PHP2, ouais. ça fait écho, remonte. ouais. Mais j'adorais ça vraiment dans le côté paramétrer toutes ces choses-là et les sites, dès que j'ai commencé à manipuler un peu WordPress, c'est pareil, je me suis vraiment prise de passion pour ça. Donc, j'ai toujours eu cette appétence, en fait, pour, on va dire, le web design. Donc, Et tu le c'est pas faisais, forcément le design en lui-même, mais c'était en quelque part le développement, quoi, qui m'intéressait. et tu le faisais Euh, pour toi, pour t'amuser, ou tu avais des usages ou sur du perso, sur des passions, sur des... Alors pour les forums, j'ai fait un petit peu de tout. C'était parfois à l'époque, il y avait pas mal de forums de roleplay, où il y avait aussi quelques forums de création graphique, à vrai dire. J'en avais managé un avec une autre équipe, mais c'était pas moi qui l'avais créé, et j'en avais créé un autre. Parce qu'à l'époque, j'étais aussi à fond sur tout ce qui était art digital, donc que ce soit entre guillemets peinture ou enfin dessin digital, etc., illustration, mais aussi tout ce qui était photomanipulation. J'avais vraiment un gros délire là-dessus. Et donc, il y avait toute une communauté de personnes qui échangeaient des tutos sur Photoshop, sur GIMP, enfin voilà, tout ça. Donc, ouais, c'était plutôt cas d'usage RPG et design graphique à l'époque. Ouais, hyper intéressant. Non, ça fait des échos, ouais. Et, je me suis arrêté de tomber beaucoup sur des forums, justement, là-dessus aussi, mais c'était il y a un petit moment. Non, ça date. Mais c'était la belle époque, franchement. Les Je trouve que premières. c'était vraiment le début. Bon, c'était pas le tout début du web, mais on était encore à une période avant les réseaux sociaux et c'était autre chose. C'était Ouais, vraiment autre chose. complètement. Les premières communautés en ligne, Ouais. du coup, ouais. Non, c'est... Exactement. Et, et du coup, pour revenir à Notion, comment je suis tombée sur Notion enfin, je ne sais pas si c'était un petit peu la question Ouais, sous-jacente. si, en fait, c'est un peu, voilà, comment, bah, avec ton parcours, avec, du coup, bah, tout ce que tu dis là, c'est comment t'en es arrivé, en fait, à utiliser Notion, du coup, à le découvrir, et voilà, c'est ça. Ouais. Je l'ai découvert, du coup, j'étais rentrée dans un groupe Facebook d'assistantes virtuelles. Donc, parce que, encore une fois, c'était une des options voilà, que j'avais en tête pour me dire, OK, bah, qu'est-ce que je peux faire enfin, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour être freelance, en fait, qui soit relativement à ma portée. Et c'était un groupe anglophone.
Et dedans, il y avait une personne qui a posé une question en disant qu'est-ce que vous utilisez comme outil de gestion de projet? À savoir que moi, j'en avais jamais utilisé aucun. Je connaissais de nom Asana, Trello, etc., mais j'avais jamais eu besoin dans mes postes de faire, enfin, de gérer des projets, quoi. Mais ça m'intéressait, je me dis, bah, tiens, je vais me renseigner, quoi. Je lisais vraiment tout ce qui passait dans ce groupe. Et quelqu'un a mentionné Notion, parce que dans les commentaires, c'était quasiment que Asana, Trello, Asana, Trello. Et quelqu'un a dit Notion. Je me dis, tiens, une réponse qui sort du lot, bah, regardons ce que c'est. Et dans la foulée, vraiment le même jour, même après-midi, je regarde le site, je m'inscris de suite, parce que ça, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. J'aime bien tester les outils, à part s'il y a un pricing, enfin, à part si c'est payant dès l'entrée, mais s'il y a un plan gratuit, j'aime bien tester direct. Et en fait, j'ai tellement accroché, même si j'avais pas spécialement de besoin sur le moment, mais je me suis dit, wow, mais c'est génial. En fait, j'ai vraiment eu un espèce de coup de cœur parce que je me suis dit, mais c'est comme ça que j'aurais voulu avoir des outils autrefois, dans d'autres expériences, notamment celle du service client, pour tout ce qui est prise de notes, pour tout ce qui est gestion de l'information et même personnellement, quoi. J'étais très contente de retrouver un outil qui me rappelle un petit peu le papier, dans l'aspect flexibilité, dans l'aspect page blanche, mais justement qui fait peur à beaucoup de gens. Mais pour moi, c'était génial parce que c'est de là que tout peut commencer d'une page blanche, quoi. Et le côté modulaire, très Lego, pour moi, ça faisait sens parce que enfin, j'aime beaucoup les Lego et j'aime bien tout ce genre de, on va dire, d'activités créatives, voilà, des choses qui se lient entre elles, etc. Tout comme monter des meubles Ikea, par exemple, tu vois, c'est quelque chose que j'adore. Donc, en fait, pour moi, c'est un outil qui, de suite, m'a plu par cet aspect flexibilité modulaire. Tu n'avais jamais utilisé Evernote, par exemple, du coup, sur la Non. prise de notes, tu n'utilisais pas forcément d'outils. J'étais 100% papier avant ça. À part sur les notes voilà, de l'ordi, etc. J'avais, comment il s'appelle? Je sais même plus comment il s'appelle celui de Microsoft, mais OneNote, je crois. Mais bon, c'était des notes très très légères, sinon c'était quasiment tout sur papier. Ah, bah, hyper. Et du coup, t'as vu un peu le côté brique avec Notion, du coup, et Ouais. t'en es arrivé à développer des usages plutôt perso, du coup, d'abord, du coup, puis après, ensuite pro, où t'as réussi à mélanger un peu l'ensemble. Exactement. J'ai commencé par le perso parce que du coup, j'étais dans une période où je venais de quitter mon poste chez Google Ads. C'était le tout premier confinement. Donc j'étais dans une période vraiment, enfin, c'était étrange, quoi. Quand on y repense, c'était très, très étrange comme moment de vie. Et donc du coup, j'avais pas spécialement de projet. Je cherchais pas vraiment du boulot, enfin pas de mission parce que j'étais vraiment dans une phase de questionnement de qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je veux en fait, dans la vie et voilà, à quoi je veux que mes journées ressemblent et du coup, qu'est-ce que je veux faire? Et j'ai commencé par le perso. Faut savoir aussi que j'ai toujours aimé les listes, donc bon, à l'époque sur papier, mais j'ai toujours été quelqu'un qui avait besoin et c'est vraiment un besoin, c'est pas une envie, c'est, quand je sens que j'ai trop d'informations en tête et que ça commence à me rendre anxieuse, j'ai par défaut toujours eu ce réflexe de faire des listes de choses. Et donc j'ai commencé par ça, des listes de choses à faire sur le perso, des listes de films à voir, enfin bon, voilà. Et à vrai dire, la toute première page Notion que j'ai créée, je crois que je l'ai toujours, c'était une page qui recensait des outils. Donc, des outils, par exemple, de facturation. Je mettais tous les liens vers mes réseaux sociaux. Enfin, voilà, j'essayais de faire un petit peu une page ouais, d'outils en tout genre, quoi, qui pourraient m'être utiles après en tant que freelance. Et c'est parti de là. C'est parti de là. Et donc, petit à petit, j'ai commencé aussi à prendre des notes sur l'aspect plutôt facturation légale ici au Portugal, parce que du coup, je suis freelance enregistré au Portugal, donc il y a des spécificités forcément légales ici. Et voilà, quoi, prendre vraiment plutôt de la veille et de la recherche par rapport à comment me lancer en tant que freelance. Et voilà. Et en fait, j'étais très très loin de me douter que j'allais finir par, par bosser pour lui, pour lui-même, que pour la marque. C'est assez fou, quoi. Ah, mais c'est hyper instructif, hyper intéressant, du coup. Comment justement t'en es venu à vouloir créer du coup une communauté aussi autour, de voir au-delà du coup de partager avec des clients, de faire des choses du coup avec eux, c'est ce côté vraiment partage en fait de l'information et de faire aussi du support sans être encore en fait du coup avec du coup la casquette Notion officielle. Comment t'en es arrivé à là du coup? En fait, au tout début, donc, pour resituer, le contexte un petit peu, donc quand j'ai essayé Notion la première fois, c'était début mai 2020
Et à l'époque, il y avait quasiment pas de contenu en français sur Internet. Franchement, j'ai cherché YouTube, j'ai cherché LinkedIn, Twitter, etc. Et il y avait beaucoup de contenu en anglais, mais il y en avait très très peu en français. Et en soi, ça me gêne pas. Je suis à l'aise en anglais, ça c'est pas un souci. Mais je trouvais ça dommage et je trouvais ça bizarre aussi. Je me disais, mais vu, vu comment l'outil est, c'est sûr qu'il y a des utilisateurs français parce qu'on est généralement pas trop en retard quand même sur les outils un peu avant-garde, disons. Et je me suis dit, mais pourquoi personne ne parle de cet outil? Et ou en tout cas pas en français. Et je trouvais ça vraiment bizarre. À force de chercher, j'ai fini par trouver un groupe sur Meetup qui était pas très très actif, mais qui avait eu quand même des personnes dont tu n'avais pas organisé un truc. J'avais organisé avec une asso dont je m'occupe avec d'autres personnes sur l'inclusion numérique, du coup, le sujet des, euh, des murs numériques. Et donc, du Ouais. coup, face à Padlet, face à d'autres, on avait présenté Notion. Puis j'en avais fait une autre session, du coup, aussi. Oui. C'est vrai que j'étais parmi ces utilisateurs, tu vois. Oui. Il y a Ouais, t'es Notion parmi. depuis un Oui, moment, c'est mais ça. qui plutôt consommer l'anglais, du coup, plutôt que le français. Et ouais. Et du coup, oui, c'est ça. J'ai vraiment eu un flashback en me disant, mais attends, mais je faisais partie du tout premier. Et mais voilà, à part ce groupe Meetup et voilà les quelques personnes, dont toi, qui organisaient des événements, en tout cas autour de Notion, il y avait quand même très, très peu de choses. Donc tu es là pour en témoigner. Et en fait, je me suis dit: c'est dommage» et je sais pas exactement pourquoi j'ai eu cette envie, cette lubie de faire une communauté. À la base, c'est parti d'un site et claqué au sol, mais bon, je me dis: «C'est bien d'avoir des ressources un petit peu recensées, tu vois, en français pour si jamais je veux en parler à des amis ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qu'on peut montrer qui est plus ou moins structuré». Et après ça, j'ai fini par rencontrer Mélanie Carrière, du coup. Et elle adorait l'outil aussi. Ça faisait un petit moment qu'elle l'utilisait. Et, et ensuite, on s'est dit, ben, let's go, qu'on va créer une communauté. Comme ça, on peut échanger, on peut nous apprendre aussi, on peut partager ce qu'on a déjà appris et puis voir comment on peut l'utiliser mieux chacune de notre côté, mais surtout aider d'autres gens aussi qui débutent à mieux l'utiliser. Euh, et ça, on a commencé, moi j'ai eu l'idée à peu près en septembre. Je lui en ai parlé aussi en septembre, il me semble, et puis on a commencé à lancer, j'ai lancé le site en septembre 2020 et on a lancé la communauté officiellement en février 2021. Voilà. J'avais l'impression que ça faisait tu vois, plus longtemps en fait que la communauté existait Ouais, comme ouais, ça. ouais. Bah, ça fait déjà un peu plus de 2 ans, mais c'est vrai que ouais, c'est fou tout ce qui se passe en 2 ans. Et je sais pas, je pense que c'est un petit peu ce côté-là. J'ai toujours été attirée par les communautés, notamment numériques, parce qu'encore une fois, ce côté forum et tout, j'ai vraiment baigné là-dedans quand j'étais jeune. Et je pense que ça me manquait un petit peu d'avoir un espace d'entraide, de bienveillance, de partage. Je suis quelqu'un de très curieuse et qui adore apprendre et parler aussi. Et du coup, c'est vrai que pour moi, ça faisait du sens d'avoir un espace où on pouvait juste rencontrer d'autres gens et parler de notre expérience avec l'outil, quoi. Ah mais hyper intéressant. C'est vrai que c'est justement comme tu dis, ça fait vraiment le lien et je fais un peu l'analogie aussi avec moi parce que du coup c'est vrai que je suis très aussi communautaire et c'est vrai que non c'est hyper intéressant du coup de voir un recul du coup un retour sur cette création de Notion France et comment on est venu après du coup à l'étape d'après en fait quelle était la relation en fait parce que c'est vrai qu'on voyait alors du coup moi du coup c'était un peu comme ça de voir que Notion du coup avait son programme d'ambassadeur petit à petit. Il y avait de plus en plus de contenu à droite et à gauche. Il y avait, il me semble, si je dis pas de bêtises, que la communauté française était aussi importante aussi. Il y a oui, la communauté asiatique aussi. Et comment ils s'en ont arrivé en fait à structurer, tu vois, le fait d'avoir vraiment une personne du coup. Ils sont venus en fait directement sur Notion France pour faire le lien du coup. En fait, nous, on a tout lancé, enfin, tout nous appartient toujours d'ailleurs, la communauté en tant que telle. Et effectivement, la communauté française, elle grandissait bien. Alors, évidemment, pas en termes de chiffres, c'était pas aussi parlant peut-être que la communauté, par exemple, le Reddit, enfin, le subreddit, Oui. qui est aujourd'hui à 250 000 personnes. Ou alors la communauté asiatique, notamment celle japonaise ou coréenne. C'est vrai qu'ils sont beaucoup, beaucoup de monde. Mais pour l'Europe, en tout cas, on faisait partie des seules, à l'époque, communautés locales, on va dire. On s'est lancé avant la communauté espagnole, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, on a été très vite plus structuré et plus actif. Et on a eu une croissance assez rapide. Du coup, vu qu'on était, tant moi que Mélanie, on était ambassadrice Notion à l'époque, bah, je suis toujours, mais Mélanie ne l'est plus.
on partageait un petit peu ce qui se passait au sein de la communauté, leur croissance, etc. Donc, je pense qu'effectivement, l'équipe Notion l'a remarqué et ils se sont dit, ah, bah, c'est génial. Et très vite aussi, même si c'était en période Covid, etc., on a ressenti qu'il y avait cette envie d'avoir des événements physiques. Donc, c'est un sujet qui a été abordé assez tôt, sauf qu'on nous disait non à cause du Covid. Et bon, après, tant d'un point de vue gouvernemental qu'une fois que ça s'est un petit peu relâché, qu'on pouvait se réunir, Notion, pendant très très longtemps, ils ont été assez réfractaires à ça parce que voilà, c'est une boîte américaine, que c'était un petit peu plus tendu aux US, etc. Et du coup, ils voulaient attendre que ça se calme aussi par chez eux pour pouvoir donner le feu vert. Mais je pense que le fait qu'on ait repris, enfin, en tant que communauté européenne, on a fait partie des premières à réorganiser des meet-up et ils ont vu qu'il y avait de l'intérêt, qu'il y avait voilà, des choses qui se passaient. Et ben, à ce moment-là, ils avaient posté au sein du Slack des ambassadeurs une espèce de fiche de poste, même si c'était en freelance, hein, c'était un contrat freelance, justement pour ce poste-là de community lead, à la fois pour le Japon, la Corée et pour la France. Et quand les ambassadeurs ont vu ça, il y en a plein qui m'ont tagué dans le feed en disant Camille, let's go et tout. Donc j'ai vu ça et c'est vrai que j'ai hésité un petit peu. Et puis au final, je me suis dit, en même temps, je savais déjà que Mélanie, elle avait d'autres choses à côté, qu'elle n'était pas forcément, elle voulait pas forcément s'impliquer autant que Notion, disons. Et je me suis dit, si c'est pas elle, c'est moi, quoi, parce que il faut que, enfin, ça serait logique en tant qu'admin, voilà, que ce soit l'admin de la communauté, une des admins de la communauté actuelle, qui reprenne le relais, parce qu'au moins ça fait une espèce de continuité et puis ça va nous donner la chance de pouvoir vraiment contrôler le futur de cette communauté, quoi. Donc j'ai postulé et puis ça a été, en fait, ça a été je pense que ça a été très facile pour eux. Dans leur tête, c'était peut-être déjà plus ou moins fait, quoi. Je pense qu'ils s'attendaient à ça et ça a été vraiment très cool de pouvoir bosser avec eux. C'est intéressant aussi de voir l'analogie avec Ben, du coup, parce que c'est vrai qu'il y a eu un Ouais. article assez récent là autour de justement de l'histoire derrière, du coup aussi son arrivée au sein de Notion. Alors, c'est vrai que pour sensibiliser, c'est vrai que là, du coup, on dit Ben, mais du coup, peut-être que tu peux le présenter 2 secondes. Ben Lang, c'est le responsable communauté au niveau monde, du coup, si je dis pas Ouais, de... exactement. C'est lui qui est responsable du coup du entre guillemets département communauté, même s'ils sont pas beaucoup, ils sont 3 ou 4. Alors je sais plus parce qu'ils grandissent assez vite. Donc il y a Ben qui est responsable global, international. Il y a Francisco qui désormais il s'occupe plus du programme Champions, Notion Champions. Donc ils sont les personnes, on va dire, qui évangélisent Notion au sein de leur entreprise. On a Emma qui est arrivée l'an dernier et qui, elle, s'occupe plutôt du programme ambassadeur, désormais. Et je crois que c'est tout. Mais il y a des personnes après qui viennent aider aussi de temps en temps. Et du coup, c'est vrai que Ben, du coup, il avait commencé à créer du coup une communauté en local. Alors, Ouais, il venait juste de démarrer, du coup, il voulait partager. Et puis, du coup, Notion a été le chercher pour monter justement la partie communautaire au exactement. sein de programme, faire le lien, du coup. Et du coup, c'est intéressant de voir l'analogie en fait qu'ils font aussi avec toi, du coup, sur Notion France, du coup. Mm, exactement. Je pense qu'ils ont été au tout début, c'est vrai que entre leur début vraiment en tant que produit et 2020-2021, ils ont vraiment été très 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 à l'écoute de leur communauté. Ils faisaient vraiment attention à ce qui se passait et aux acteurs du coup qui dynamisaient les choses, quoi, au sein des communautés. Et je pense que ils ont vraiment essayé un maximum de nous donner des ressources pour qu'on puisse continuer de mettre en avant leurs produits. Bon, en même temps, c'est logique, hein, c'est sûr qu'on leur faisait, c'était un bénéfice pour eux, mais bon, il y a des boîtes qui auraient vraiment pas cherché à investir là-dedans, quoi. Alors que Notion, ouais, ça a été une force pendant très longtemps. Ça reste une force, mais c'est vrai que ça a été essentiel, je pense, pour la période entre, je sais pas, 2019, du coup, le lancement de Notion V2 et 2021, quoi. Vraiment, ça a fait toute la différence, je pense. Ah bah, je te rejoins parfaitement. C'est vrai que c'est pour moi l'élément clé qui fait vraiment l'ensemble, c'est le côté communautaire qu'ils ont embrassé totalement du coup. Et même si, voilà, au fur et à mesure du temps, forcément, ça change, ça évolue, ce qui est totalement normal, il reste quand même très centré là-dessus, en aidant, en support, en faisant pas mal de choses. Puis, on le voit dans Oui. le Slack, du coup, ambassadeur, du coup aussi. Donc, c'est hyper. Enfin, Ouais. il n'y a pas beaucoup, je trouve, d'entreprises qui, dans la tech en tout cas, sur des outils voilà, qui ont ce lien communautaire extrêmement fort dans l'ADN, quoi. Ouais, je suis plutôt d'accord. Ça, c'est rare.
Et comment, du coup, tu vois justement un peu l'évolution de Notion, du coup, à travers le temps? C'est vrai que, du coup, dans la partie communautaire, du coup, tu as dû voir un certain nombre d'usages, et puis pareil, du coup, directement au sein de Notion. Comment tu vois cette évolution, toi, sur les dernières années, en fait Et je trouve que tout est allé très très vite, notamment encore une fois 2021, 2022, d'un point de vue produit purement, je vais commencer par le produit, tout a vraiment évolué très très vite. Alors, il y a certes des fonctionnalités qui ont été demandées depuis longtemps, qui ne sont toujours pas mises en place, etc. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut aussi être relativement réaliste. Et si ça n'a pas été mis en place, soit c'est que c'est pas une priorité, mais que ça viendra potentiellement, soit que c'est pas en lien avec leur vision, quoi. Peu importe le nombre de fois que les utilisateurs le demandent. Je ne mentionnerai pas la fonctionnalité, mais je pense que Tu as dû en pas avoir mal de gens plein, en plus, sur la communauté, du coup, parce qu'il y avait ce lien entre le côté officiel, du coup, et le côté ouais, communautaire, du coup, où peut-être que c'était pas peut-être hyper clair pour certains, peut-être, du coup, le côté, enfin, sur le Discord, ils avaient l'impression peut-être de directement échanger avec Notion, et du coup, c'était pas forcément le cas. Enfin, ça doit être, quand on fait une ouais. communauté autour d'un outil, ça doit être un des sujets. C'était pas évident pour moi effectivement, parce que j'étais pas totalement en support, mais en même temps, c'était vraiment un poste intéressant parce que, enfin, d'un point de vue personnel, parce que c'est vrai que tu es dans un entre-deux, tu es plutôt du côté de la communauté, parce que tu les représentes et tu veux les aider. Mais c'est vrai qu'en même temps, tu te rends bien compte que ça reste une boîte, qu'ils ont leurs propres objectifs, qu'ils ont des objectifs à respecter aussi externes, notamment de la part des investisseurs. Donc, j'essaie de faire remonter au maximum les informations dans les deux sens et d'ouvrir le dialogue et aussi de les diriger, enfin, en tant que les membres de la communauté, le plus possible vers les bons interlocuteurs ou interlocutrices au sein de Notion, si jamais c'était une question, par exemple de facturation, ce genre de choses, parce que encore une fois, la communauté, c'est pas du support. Enfin, Ouais. c'est une partie du support, mais c'est pas voilà, le service client tel qu'on l'imagine. Mais ouais, c'était intéressant. C'était intéressant et ça reste intéressant parce qu'on est toujours dans cette position d'entre-deux, quoi. Ouais, mais c'est certain, ça fait écho à. Il y a d'autres entreprises, tu vois, qui ont, par exemple, je pense à des fournisseurs, par exemple, de réseaux. Alors, je sais pas pourquoi je dis réseau mobile, mais de téléphone, du coup, là, Ouais, qui ont des espèces enfin, je dis ça, c'est pas méchamment ou quoi que ce soit, mais ils ont, en tout cas, ils reprennent ce principe communautaire où ils ont des personnes qui aident, du oui, coup, sur leur site, du coup, et ils ont ensuite des conseillers qui viennent un peu en arrière-plan. ouais, Et du coup, c'est vrai que voilà, c'est un peu cette fenêtre-là, elle n'est pas extrêmement simple, je pense. Si on prend le côté, et là, c'est ma casquette inclusion, mais le lambda, du coup, tu vois, il y a pas oui. forcément peut-être éloigné ou pas du numérique, tout ça, c'est quoi la relation? C'est quoi les. Voilà, C'est pas très clair. C'est vrai que moi, j'ai dû le repréciser très souvent lors des échanges en privé, quoi, avec certaines personnes, juste pour que les attentes soient. Enfin, faut pas qu'il y ait des attentes trop hautes, quoi, sur ce que je pouvais réellement faire, parce que je trouve que c'est vraiment important. Et ça, encore une fois, le fait d'avoir travaillé dans le service client, forcément, ça me met. Enfin, c'est des préoccupations que j'ai ouais. depuis longtemps voilà, j'arrive pas à le dire en français, mais manage expectations, quoi. En gros, voilà, c'est bien que la personne, tu puisses essayer de l'aider au maximum, mais tu as des limites quand même. Et si tu penses qu'il y a une personne qui peut apporter une meilleure solution, une meilleure réponse, voilà, rediriger, tu vois, Faire le lien, en fait, du coup. faire le lien. Clairement, c'est Ouais. vrai. Et du coup, par rapport à l'évolution du produit, du coup, tu disais, du coup, que. Je sais plus sur la partie. Je trouve que ça a beaucoup évolué en termes de nombre de fonctionnalités, d'amélioration, correction de certains bugs, même s'il y en a plein d'autres qui sont arrivés. Mais bon, ça, je pense que en fait, c'est un petit peu le revers de la médaille quand tu sors autant de fonctionnalités aussi rapidement. Forcément, tu sors un truc, ça va péter un autre truc derrière. Donc, ils sont sans arrêt en train de jongler là-dessus. Mais quand même, globalement, je trouve que ça s'est beaucoup amélioré aussi en termes de performance, de stabilité, rapidité de chargement, etc. Il y a encore des efforts, il y a encore des choses à améliorer, on est d'accord. Mais comparé à 2020, c'est un autre produit, quoi. Complètement. Vraiment un autre produit. Ouais, Et pour ce qui est de Notion en tant qu'entreprise, je remarque depuis, on va dire plutôt l'an dernier, heu, je j'arrive pas à situer exactement quand, mais je remarque qu'ils s'éloignent légèrement justement de leur communauté. Alors c'est pas qu'ils s'en éloignent parce que comme tu dis, il y a quand même encore beaucoup de programmes, il y a encore beaucoup de choses qui sont mises en place,
mais ils ont changé d'audience. Ils sont plus là en train de chercher un peu tout et n'importe qui, enfin tout le monde et n'importe qui. Ils sont vraiment concentrés sur les grandes entreprises et les startups, mais ouais, plutôt grands comptes. Et du coup, ça change un petit peu le messaging, ça change un petit peu. Ça change un petit peu voilà, la façon dont ils communiquent, le type d'animation qu'ils proposent, ou enfin voilà, ce genre de choses. Et aussi un petit peu les fonctionnalités au final qui sortent, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais je trouve qu'il y a beaucoup de fonctionnalités clés en main Ouais. qui sont sorties ces derniers mois, et c'est beaucoup moins flexible, c'est beaucoup moins... Enfin, ça peut l'être aussi, mais c'est vrai qu'on est sur des fonctionnalités où les gens n'ont pas vraiment besoin de réfléchir, entre guillemets. C'est OK, voilà un template, ou voici un truc extrêmement simple, tu as juste à cliquer ici, et paf, c'est déjà pré-configuré. Ce qui est totalement différent de ce que proposait Notion à la base. Quelque chose de très modulaire et personnalisé. Parce que je pense que leur préoccupation, c'est voilà, d'atteindre plus de grands groupes. Et c'est vrai que il faut que l'onboarding soit facilité au maximum. Il faut que ça soit le plus rapide et le plus facile possible pour que par la suite, ces équipes aient envie de personnaliser le reste. Mais il faut que la plus-value, entre guillemets, elle soit perçue immédiatement. Donc, je pense que ça a pas mal joué sur les... Ça doit pas être extrêmement simple d'ailleurs. Je me suis fait la réflexion parce que c'est vrai que dans la dernière newsletter justement de Notion Explore, j'en parle justement de ce côté-là, du coup, de sentiment qu'il y a eu un changement ces derniers mois autour du packaging en fait des Notion Project, Notion AI, qui est vraiment très très présent du coup, mais qui a aussi été un peu packagé comme un vrai produit. Et puis ceux qui potentiellement pourraient arriver aussi. On sent cette volonté-là, au-delà du marketing, on sent aussi peut-être un profond changement en quelque sorte, et qui peut faire d'ailleurs un peu peur. Mais c'est intéressant de voir comment en fait ça va pas forcément être évident quand on a en fait la communauté dans l'ADN depuis le départ et grossit avec du coup de continuer à travers le temps. Alors cette base utilisateur qui est quand même assez... moi je crois que c'était 40 millions, je crois, la dernière fois, en tout cas, les chiffres que j'avais en tête. C'est vrai que ça va pas forcément être évident d'évoluer et en même temps de faire un accord. Il y a un ensemble d'objectifs à atteindre quand même. Donc, Ouais, c'est vrai quand on réfléchit en termes de nombre, enfin, c'est pas évident, quoi. En plus, l'équipe est relativement petite par rapport au nombre d'utilisateurs. Après, je suis pas experte du milieu de la tech, donc je sais pas si proportionnellement c'est plus ou moins dans la norme ou pas pour ce genre de boîte. Mais moi, je trouve que c'est assez impressionnant ce qu'ils arrivent à faire en étant si peu de personnes, ouais, en si peu de temps, quoi. Mais comme tu dis, là, on voit qu'ils peuvent pas être partout. Ils peuvent pas être sur tous les fronts, et il faut choisir des priorités. Et c'est vrai que ça se ressent. Ça se ressent pour les, on va dire, power users comme nous, ou en tout cas les utilisateurs et utilisatrices qui sont là depuis très longtemps. complètement. C'est vrai que c'est hyper intéressant d'analyser en tout cas ça. Et du coup, si on parle un peu plus de ton rôle, du coup, justement, autour, en fait, du coup, une bonne partie, c'était faire du lien et d'être en relation avec l'équipe, en fait, du coup, et la quantité communautaire. Parce que c'est vrai que moi, je me suis demandé, justement, et d'autres aussi, c'est, tu vois, community lead, qu'est-ce que ça représente, en fait, du coup, comme poste, en fait, parce qu'on voit pas ça forcément souvent, justement, dans des startups tech ou même des grands groupes et autres. Donc, je me demande. En fait, ça a beaucoup évolué, même parce que ça a été une succession de plusieurs contrats. Donc, au tout début, c'était plutôt pour les aider sur la partie marketing. Donc, en fait, c'était continuer de faire ce que je faisais déjà sur Discord, Twitter, etc. Donc, continuer d'animer le Discord et la communauté sur toutes ces plateformes qu'on avait déjà. Plus les aider sur, par exemple, de la relecture, de la traduction légère de certains communiqués ou des emails, des choses comme ça. Je les ai aussi pas mal aidés avec tout ce qui était relations presse, donc faire le lien entre Notion et l'équipe de relations presse, qui était une agence externe, pour pouvoir justement discuter de partenaires potentiels, de médias sur lesquels ça pourrait être pertinent d'apparaître, ce genre de choses. C'était pas vraiment du partenariat, mais au final, je me suis retrouvée plein de fois à faire le lien entre quelqu'un de chez Notion qui pourrait gérer l'aspect vraiment partenariat pur et des personnes intéressées, que ce soit des médias, des créateurs de contenu, etc., ou des boîtes. Et ensuite, il y a eu toute une phase aussi où j'ai dû travailler sur le lancement de Notion en français. Donc, il y avait ça aussi
qui est tombé quand même à cette période-là. Et donc là, j'avais notamment une mission qui était un petit peu différente, qui était au final de recréer toutes les images qu'il y avait sur le site marketing, sur le site de Notion, quoi. Toutes les captures d'écran, toutes les images, enfin toutes les vidéos en fait comment dire, d'exemples, c'est ça que je voulais dire, pour illustrer les propos, voilà, du type de produit, de fonctionnalité, etc. On a dû tout recréer en français. Donc en fait, j'ai dû tout recréer à l'identique en français, et on dirait pas comme ça. Donc c'était vraiment plus de la création de templates quelque part. Mais il y avait, je crois, plus de 200 images. Et quand c'était des vidéos, bah, forcément, c'est des pages, des sous-pages, des bases de données reliées entre elles. Enfin, c'était quand même assez lourd. Mais du coup, je suis contente d'avoir bossé dessus parce que ça veut dire que le site était quand même 100% en français et enfin, en tout cas quasiment 100% en français. Et c'était vraiment important pour nous de pouvoir avoir une image assez cohésive, voilà, cohérente. Je sais pas si Ah, mais je sais c'est... plus. Du coup, c'était vraiment très transversal. En fait, au final, du coup, Ouais. le terme en fait community lead, en fait, c'est vrai que du coup, tu as autant software market que le côté du coup langue, que le côté partenariat, que non, c'est hyper. Ouais. Et après, il y a eu tout aussi, enfin, il y avait aussi tout ce qui était suggestions. Donc, il fallait que je récupère un petit peu les suggestions, que je les fasse remonter. Et puis sur on va dire la moitié de mon contrat, après, ça a basculé vraiment quasiment que sur les événements. Donc, c'était principalement là que je devais me concentrer, événements en ligne et Meetup. Et aussi sur les témoignages clients qu'on peut retrouver sur le site, les customer stories. Donc, encore une fois, recréer des templates basés sur les entretiens que quelqu'un d'autre avait avec des clients Notion. Et il fallait que je recrée un petit peu voilà, des images d'exemples pour illustrer les articles. Ouais, donc Donc, ouais, pas mal bah, de tâches différentes, en fait, du coup, de sujets différents autour. Et justement, quand tu parlais justement moi, des différents clients avec des cas d'usage toujours, c'est vrai que tu as dû en avoir vraiment beaucoup, en fait, d'usages à travers le temps. Est-ce qu'il y en a comme ça, il y a des usages qui te sortent un peu du lot, en fait, du coup, que ce soit sur la taille d'équipe, sur le sujet, sur des usages un peu différents, peut-être extrêmes de Notion? ouais. En termes d'équipe, je me souviens d'avoir été très impressionnée quand même par Conto, qui, je sais même plus combien ils sont sur leur workspace actuellement, mais je crois qu'ils sont plus de 900, c'est sûr. Akeneo aussi, on a fait un meet-up chez eux cette année, et ils sont plus de 500, je crois, sur le workspace. Et pour peu qu'on ait déjà travaillé avec des équipes sur Notion, on sait que c'est pas forcément évident, parce que là, on se dit, il faut que ça soit très carré derrière, parce que sinon, c'est le bazar, quoi. Toujours posé la question, d'ailleurs, notamment Conto, je me suis toujours posé la question, du coup, avec Shubham, qui avait aussi fait tout. Et c'est vrai que, ouais, je me suis toujours demandé, mais à 900, comment tu gères un certain nombre de choses, du coup, parce que déjà, sur une équipe de 10, 20, 30, 40, 50, tu peux avoir des problématiques, du coup. Et donc, voilà, quand tu franchis des paliers, c'est hyper intéressant. C'est vachement impressionnant. Donc, c'est vrai que sur ce genre d'équipe-là, moi, ça m'a toujours impressionné parce que tu dis, waouh, derrière, il y a du boulot. Et des cas d'usage un petit peu différents, bah, c'était pas forcément. Enfin, oui, c'était lié avec à ma mission avec Notion, mais c'était souvent des membres de la communauté comme ça, avec qui j'ai pu discuter, mais qui l'utilisaient de leur côté, vraiment en perso, que ce soit des étudiants qui avaient réussi à faire des systèmes de flashcards ou. Je me souviens c'était assez récent, ça. Quelqu'un qui m'a montré un espèce d'intranet pour ses clients. Alors, c'était pour une marque de matériel agricole. Et alors, c'est très spécifique, hein, vraiment. Donc, les clients, c'était des personnes du milieu agricole. Ça pouvait être des maraîchers, ça pouvait être des éleveurs, des choses comme ça. Et donc, en fait, ils ont fait un petit intranet pour leurs clients sur Notion, où le client pouvait avoir la veille en fait des produits, enfin de l'entreprise, avoir le dernier catalogue, mais fait sur Notion. Du coup, c'était assez cool dans une base de données, du coup avec tous les produits disponibles, triés avec une vue par catégorie, etc. Enfin bon, vraiment, il y avait pas mal de choses, des activités, des formulaires pour pouvoir faire des demandes, des bons de commande, des choses comme ça. Et c'était vraiment très très bien réalisé. Donc ça m'a marqué. Et puis ouais. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à me souvenir des cas d'usage qui reviennent le plus souvent, au final, plutôt que ceux qui sortent du lot, bizarrement. Pourtant, ça ne devrait pas fonctionner comme ça, mais j'ai été impressionnée de voir à quel point tout ce qui était prise de notes, gestion de projet, gestion de tâches, objectifs aussi, tout ce qui est objectifs et résultats clés, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Et les CRM, c'est les cas d'usage les plus communs dans quasiment toutes les entreprises, que ce soit des startups, des PME,
ou des freelances, voilà, au final. Et le côté ressources aussi. Exactement. Généralement, c'est plus s'il y a des équipes techniques, que ce soit produit ou dev ou potentiellement design, mais un petit peu moins. Et ouais, là, à chaque fois, tu peux être sûr qu'il y a de la documentation derrière et des fois très bien réalisé, très bien organisé aussi et ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai que du coup, la dernière fois, du coup, avec Antoine, du coup, de Clip, du coup, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé parce que du coup, et t'en avais parlé aussi avec eux, du coup, sur YouTube. C'est vrai qu'ils ont la base de connaissances, elle est monstrueuse, vu que voilà, quand même, c'est du support, du coup, donc c'est hyper important. Voilà. Donc c'est souvent l'usage. Et ça avait pensé, du coup, quand tu parlais justement de formulaire, du coup, ou d'autres choses autour de Notion, c'est vrai que il y a ce côté-là aussi, il y a le côté écosystème, du coup, qui est vachement, qui est très important, j'ai l'impression, en tout cas, autour de l'outil. Ça doit être quelque chose aussi que Notion doit faire attention et que ça, enfin, j'ai vu que, par exemple, sur le lancement de Notion Project, du coup, il y avait différents acteurs qui gravitent autour, qui étaient aussi, où le partenariat était de manière plus officielle, du coup. Ça doit être quelque chose d'important, ouais. Ouais, carrément. Et ça me fait plaisir de voir que ça devient de plus en plus officiel, justement, parce que pendant longtemps, ça a été des petits, entre guillemets, pas petits, mais des développeurs par-ci par-là qui s'étaient dit, bah, tiens, je vais créer un plugin Chrome, je vais créer un outil qui va se plugger de manière pas tout à fait normale à Notion avant que l'API sorte. Je pense notamment à Shobham et son ami Simon qui avait créé Notion Automation. Ouais, justement. Ouais. Avant même que l'API sorte, ils avaient réussi à se débrouiller pour faire une automatisation entre Notion et Google Calendar. C'était quand même assez dingue quand on y repense. Et au final, de voir que petit à petit, il y a eu de plus en plus de plugins, qu'il y a eu de plus en plus d'embed aussi, d'intégration au sein de Notion, de plus en plus d'outils tiers du coup qui pouvaient se lier à Notion. Et c'est vrai que le fait d'avoir sorti l'API en bêta et maintenant les sorties de bêta, ça a vraiment accéléré tout ça et je suis ravie de voir que Notion prend en compte certains de ses partenaires, entre guillemets, parce que ça a été longtemps, entre guillemets, pas ignoré, j'avais envie de dire ignoré, mais disons que Notion n'avait pas l'air de leur donner beaucoup d'importance ou de les mentionner, par exemple, ou de les remercier, etc. Pourtant, moi, je pense notamment à Notion Forms de Julien, qui est d'ailleurs passé chez toi, il me semble, dans ton podcast. Complètement. Et aussi l'extension Save to Notion. J'ai l'impression que tout le monde, enfin peut-être pas Notion Form un petit peu moins parce que c'est plus peut-être plus francophone, mais en tout cas Save to Notion, je me dis il y a je sais pas combien de milliers de personnes qui l'utilisent et c'est dommage parce que enfin c'est dommage que Notion n'ait jamais trop félicité, j'ai envie de dire cette création-là, parce que ça a vraiment, je pense, révolutionné la façon de travailler pour beaucoup de gens. Parce qu'elle est beaucoup plus solide, beaucoup plus complète que leur extension, malheureusement. Et je trouvais ça un petit peu, tu vois, bizarre pendant longtemps de fermer un petit peu les yeux. Mais je vois que ça change. Je le vois sur les embeds, typiquement. C'est un exemple, mais il y a quelques temps, quelques mois, j'ai l'impression en tout cas, ils n'auraient pas fait l'ensemble des tweets, par exemple, qu'ils ont fait il y a pas mal de temps autour de l'ensemble des nouveaux embeds qui arrivaient ou des nouvelles manières, en tout cas, de faire des embeds. Là, il y a les propriétés connectées, du coup, qui arrivent aussi, qui sont encore autre chose, et les bases synchronisées qui avaient été le cas. Et j'ai l'impression qu'ils ont l'air d'avoir passé un cap sur le côté, on a un outil qui permet de centraliser un ensemble de choses, mais en fait, on vit aussi avec l'écosystème. Et du coup, cet écosystème-là, on ne veut pas forcément les remplacer. En fait, on est vraiment en commun avec eux. Et si les autres utilisent tel ou tel outil, faut juste, dans ce cas-là, développer les embeds, développer les intégrations un peu poussées, plutôt que venir chercher en fait à les remplacer ou autre. Ce qui est peut-être forcément au départ, peut-être que c'était forcément hyper simple. Ouais, exactement. T'as tout résumé. Effectivement, au début, c'était plus en mode on remplace tel ou tel outil. Et je sais pas trop qu'est-ce qui a changé dans leur discours, dans leur prise de position, mais je pense qu'effectivement, c'est plus sain aussi pour eux de se positionner comme un outil qui centralise et qui peut remplacer certains outils sur sur certains cas d'usage, mais vous n'êtes pas obligé. Et si vous avez déjà un flux de travail qui fonctionne bien avec, je sais pas, tel ou tel outil, vous pouvez
faire en sorte que ça fonctionne bien avec Notion, quoi. Disons ça comme ça. Ouais. Et je suis très contente justement de la sortie des propriétés connectées. On m'a posé la question d'ailleurs récemment sur quel est l'avantage versus un simple lien. Je pense qu'effectivement, si on met un fichier qui n'est pas un fichier image, c'est pas trop pertinent. Par contre, pour les équipes qui veulent, je sais pas, partager des ressources graphiques pour du contenu, typiquement un calendrier de contenu, ou alors, je sais pas, ils travaillent sur des logos, des prototypes, des choses comme ça. Je pense que c'est bien de pouvoir passer sans avoir à cliquer, sans avoir à retélécharger à chaque fois le même fichier, de pouvoir accéder à un fichier graphique qui est partagé dans un Google Drive en commun ou directement sur le Figma. C'est pas trop mal. Non, c'est typiquement le genre d'usage qui arrive de plus en plus, donc c'est vraiment cool. Ils ont vraiment pris en compte justement ça, avec le fait que les gens utilisaient différents outils et que c'était pas forcément Notion à 100%, en tout cas sur l'ensemble. Et justement, ça me fait penser sur les outils. On a dû aussi pas mal, tu vois, te demander les comparaisons, tu vois, parce que quand on essaie de placer Notion, d'ailleurs, c'est intéressant, je sais pas si tu as une définition de ce qu'est Notion. C'est vrai que souvent, c'est un peu la question, moi, j'utilise pour ça, pour ci ou pour cela. Et en fait, du coup, comment tu arrives à défendre l'information en fonction de la personne qui est en face? Comment tu le définis, en fait? Comme tu dis, ça dépend en fait de beaucoup de l'angle qui est abordé et c'est dur de donner une définition générale, mais en ce moment, j'ai tendance à dire que c'est un outil de collaboration, un outil de travail, de collaboration entre équipes, etc. Parce que si on rentre trop dans le détail, faut savoir à qui tu t'adresses, faut savoir quel est le cas d'usage. Tu vois, typiquement, je sais pas si je sais que je parle à un sales, je vais peut-être lui dire où tu vas pouvoir ranger tes notes, des réunions, ton CRM, etc. Donc, j'essaie toujours un petit peu de voir à qui je m'adresse pour voir sur quoi je peux appuyer. Si c'est un dev, je vais lui parler de documentation, peut-être de gestion de tâches, sprint. Maintenant que c'est sorti, bon, c'est pas encore fantastique, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de fonctionnalités qui ont été sorties pour les développeurs. On voit avec toutes les intégrations avec GitHub, GitLab et compagnie. C'est de plus en plus fluide, je pense, en tant que développeur, de pouvoir travailler sur Notion, imaginons, avec le reste de ton équipe pour que ça soit transparent, que les gens y voient sur quoi tu travailles, etc. Donc, j'essaie de garder ça relativement simple. Et puis, si la personne me pose un petit peu plus de questions, je lui dis, écoute, c'est un outil, encore une fois, c'est flexible. En fait, j'insiste sur le système de blocs qui sont modulaires, que tu vas pouvoir assembler entre eux pour créer un outil qui te ressemble, quoi. Au final, c'est aussi important d'appuyer sur ça, je pense, de dire que c'est un outil qui permet de créer d'autres outils, principalement internes. C'est vrai que c'est pas tellement fait pour des usages externes, mais c'est possible, on le voit, on peut créer des sites avec Notion, donc on peut potentiellement créer des mini-apps, mini web apps. Mais c'est vrai que ça sera plutôt dans un usage interne, mais voilà, un outil qui permet de créer d'autres outils. Non, mais ça me va bien, du coup, cette définition. C'est vrai que, c'est vrai que ça fait penser aussi que beaucoup découvrent aussi par l'usage perso, en fait, Notion. Et c'est vrai que là, du coup, c'est vrai qu'on peut avoir un discours un peu très pro, en fait, du coup, en fonction des équipes, en fonction des choses. Mais c'est vrai qu'en perso, ça permet de changer beaucoup de choses. Et c'est vrai que des fois, c'est la différence avec l'outil de notes du coup d'Apple, l'outil de notes d'Evernote par exemple aussi, mais autre qui va être hyper intéressant d'aller plus loin. Et ça me faisait penser aussi à justement à cette complémentarité, en tout cas que moi je trouve, par rapport à d'autres outils de la sphère Notion. C'est vrai que ce qui dit outil, on peut descendre un peu sur la globalité en fait des outils Notion. C'est vrai que moi je trouve souvent, ce que je voulais venir tout à l'heure, c'est on oppose Notion à Airtable, du coup, ou alors à d'autres outils. Alors qu'on soit, par exemple, moi j'utilise très bien Notion et Airtable et Software pour faire un certain nombre de choses, du coup, parce que tous ont des usages différents et en fonction du contexte, donc ça fait peut-être plusieurs outils à maintenir, mais ce qui est important, c'est vraiment l'usage derrière. Comment toi tu vois justement un peu cette relation à Builder, à l'ensemble des outils no-code, et qu'est-ce que tu en penses? J'ai eu de nombreuses discussions où les gens me disaient que Notion n'était pas un outil no-code déjà, pour commencer. Et alors là, ça commençait mal. Non, après, je pense qu'on a le droit de ne pas le considérer comme tel, mais pour moi, ça l'est totalement à partir du moment où on ne le prend pas juste comme un outil de prise de notes, de documents. Parce que c'est sûr que si on ignore toute la partie base de données,
n'y a pas beaucoup de plus-value dans Notion, quoi. Mais c'est pourtant sa force et tout le système de filtre, de tri, de groupes et de sous-groupes désormais, les dépendances, enfin, de plus en plus maintenant avec les ID uniques et tout, ça devient un outil un peu plus solide de base de données. Alors certes, c'est peut-être pas le plus rapide, c'est peut-être pas le plus stable. Il y a peut-être eu des bugs il y a quelques temps, mais ça s'améliore de plus en plus. Et encore une fois, voilà, ça dépend de votre cas d'usage. Peut-être que si vous voulez lier un autre outil derrière pour en faire une app, ça sera pas le plus pertinent. Peut-être que c'est mieux d'aller sur Airtable, typiquement comme tu disais pour l'IA Software. Je pense que pour moi, c'est plutôt pour des usages internes de tout ce qui est process, de tout ce qui est documentation, tout ce qui est gestion, des choses un petit peu cachées au final, pas forcément de l'information qui va être exposée, si je puis dire, publiquement, que ce soit à travers une app web, une app mobile, à part si vous voulez en faire un site, là ok, pourquoi pas. Mais même ça, je partage, mais moi je l'utilise pour ça, mais c'est vrai que ça va pas forcément être l'outil. Je vais pas vous dire, ok, faites un site web sur Notion, tu vois, ça va pas être mon premier route, ça va être ma recommandation. Vous pouvez le faire et c'est pratique, mais il y a aussi des limites. Donc je pense que c'est un outil qui s'inscrit bien dans les outils no-code parce qu'il y a ce côté modulaire, flexible, qu'on peut le relier à d'autres outils, faire des automatisations, etc. Mais plutôt pour des usages internes. Alors, pas forcément professionnels, hein, mais voilà, encore une fois, j'insiste sur ce côté quelque chose de visible pour l'utilisateur final. Je sais pas si c'est très clair. Si. Non, en tout cas, de mon côté, en tout cas, ça l'est, du coup. Et c'est vrai que ça avait pensé, ça me fait rebondir sur le côté où une des features, du coup, que beaucoup de monde attend, où, du coup, il y a une frustration, c'est justement sur un peu cette notion un peu interne-externe, dans le sens où les bases de données, du coup, on veut pouvoir, par exemple, les mettre à disposition, un peu comme Airtable, où du coup, sur tu as des vues un peu que tu peux partager ou autre. C'est vrai qu'avec Notion, c'est pas du tout possible. Et ça fait peut-être aussi partie un peu comme la vision que tu évoquais tout à l'heure. Après, c'est vrai qu'il y a des outils comme Notion Form, par exemple, ou d'autres, qui permettent de sortir aussi des vues et autres. Mais c'est vrai que souvent, en tout cas dans l'entreprise que j'accompagne de mon côté, c'est souvent un peu le petit truc direct, c'est ah bah oui, non, mais pour l'information, c'est génial, on peut stocker un Notion, mais si j'ai envie de le mettre à dispo à quelqu'un, du coup, là, elle disparaît. Avec les permissions, tu peux un peu jouer. Il y a des choses qui sont maintenables, des choses qui sont pas maintenables. Ou alors, il faut aller dans l'automatisation pour aller beaucoup plus loin. Mais c'est pas accessible, du coup, autour. Ouais. Parce que je pense que c'est vraiment quand même, dans leur vision, c'est du travail en équipe. C'est pas équipe et à la rigueur externe, tu vois, si jamais il y a des personnes en externe qui travaillent avec ton équipe. Mais l'idée, c'est pas... c'est vraiment pas de créer du contenu public. Enfin, pas à grande échelle en tout cas. C'est plutôt des invités pour eux. Parce qu'il y a aussi cette question un peu des fois qui arrive, c'est quoi la différence entre un invité et un membre, du coup. Et peut-être qu'à ce situe-là, en fait, c'est le côté... les invités pour eux c'est des personnes un peu externes du coup qui peuvent partager, qui peuvent venir, alors que les membres du coup ils sont pleinement opérationnels sur le workspace et peut-être qu'à l'avenir il y aura peut-être une différence d'ailleurs d'un point de vue un peu plus marqué sur les bases quoi, du coup. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on demande depuis très longtemps et j'espère que je comprends pas trop pourquoi est-ce que c'est une question de vision, est-ce que ça va pas avec leurs objectifs, est-ce que c'est d'un point de vue technique que c'est difficilement réalisable parce que les données ne sont pas les mêmes forcément entre Airtable et Notion, c'est pas du tout la même chose. Même s'il y a ce système de vue, qu'on peut les visualiser de différentes formes, sur Notion, c'est vrai que c'est tellement flexible que c'est-à-dire qu'une page, une page au sein d'une base de données, on peut l'afficher sous plein de manières, on peut la référencer, on peut la mentionner. C'est quand même un petit peu plus complexe, je pense, qu'un outil comme Airtable où tu es entre guillemets bloqué dans tes vues. Et certes, tu peux filtrer, tu peux faire plein de vues différentes, mais tu n'as pas ce délire de l'information au sein d'une page. Enfin, je dis ça, mais il me semble qu'Airtable a récemment sorti tout ce qui est interface. Donc, je n'ai pas commencé actuellement. Je n'ai pas mis les mains là-dedans. Mais sur Notion, la donnée est très flexible, quoi. C'est ça, c'est la putain, c'est vrai que moi, par exemple, on m'a déjà posé la question sur le volume de données. Et moi, j'ai souvent... En fait, tu peux avoir 1 million d'enregistrements. Alors, certes, il y a les perfs, il y a un certain nombre de choses qui vont pas forcément être archi bonnes. Ceci dit, en fait, c'est pas ça la vraie question. C'est pas tu as 1 million d'enregistrements. C'est où est-ce que tu vas l'afficher dans ton Notion, dans tel autre board, dans telle chose, à qui,
Et donc, ce filtre-là que tu vas appliquer, forcément, il va réduire de manière drastique les choses. Et donc, tu n'auras pas ce souci de performance que tu peux te dire en ayant t'as 1 million de données, quoi. Et c'est vrai que ça bloque un peu sur l'usage, justement, autour, quoi. Ouais. Non, je pense que les filtres, c'est pas assez utilisé en fait par la plupart des gens, ou mal utilisé parce que si on veut aller vite, effectivement, enfin, si on veut être opérationnel sur Notion, imaginons encore une fois dans une logique de gestion de projet, gestion de tâches, il faut que vous créez des vues et des filtres, enfin des vues filtrées du coup, pertinentes. Parce que comme ça évite de laguer. Vous avez vraiment juste, et puis même de manière générale, ça vous évite d'être confus, quoi. Vous avez sur la vue des tâches en cours, vous savez que vous avez que les tâches en cours. Vous avez sur votre vue des tâches archivées, ben, il y a que ça, tu vois. Et avec toutes les possibilités qu'il y a maintenant de regrouper, sous-grouper, etc., qui est d'ailleurs une fonctionnalité que j'avais demandé il y a très longtemps, et je suis tellement heureuse qu'il ait mis en place, le fait de pouvoir grouper les informations sous toutes les différentes vues, y compris table et tout. Parce que ça te permet d'avoir une meilleure lisibilité au final de la donnée, je trouve. Non, mais complètement. C'est vrai que c'est pour moi d'ailleurs vraiment un désavantage. Justement, c'est en fait ce côté plutôt de pas se poser la question de la base de données, mais de plutôt poser la question de la page, en fait, le contexte dans lequel tu utilises. Ouais. Et c'est vrai que c'est vraiment une grosse différence de philosophie par rapport à Airtable, même qui est très bien sur beaucoup d'usages, mais par contre pour des personnes qui ont l'habitude de jouer vraiment avec du Excel et compagnie, même s'il ne faut pas dire qu'Airtable c'est un Excel 2.0, mais pour ceux en tout cas qui ont un état d'esprit plus simple avec ce type d'outil-là, c'est vrai que dans ce cas-là, Airtable est peut-être plus simple, mais c'est vrai que du coup, quand on a cet esprit sur les pages, en tout cas, c'est plus Notion, du coup, ce côté objectif, tableau de bord et autres, qui va autant. Je pense que ça peut être plus granulaire au final, plus granulaire et plus personnalisé, plus détaillé, quoi. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Si on manipule bien les vues, les filtres, les tris, tout ça, on peut aller très très loin. Et puis de plus en plus. Ouais, C'est ça qui est hyper intéressant à travers le temps. Petite dernière question que j'ai autour, c'est quel est ton avis sur Notion AI, du coup, et l'IA, en fait, de manière un peu générale par rapport à l'outil. On voit un peu l'évolution à travers le temps où ça devient de plus important. Là, du coup, les dernières nouveautés, justement, sur la génération de propriétés, du coup, liées à Notion. Moi, j'ai encore réellement du mal un peu à l'utiliser au quotidien. Je vois un certain usage, mais j'ai du mal à le pousser, tu vois, plus sur des clients, par exemple. Comment toi tu vois les choses par rapport à Notion AI et ce qu'il y a un peu autour, ChatGPT, tout ça? Je vais peut-être commencer par ce qu'il y a autour. C'est un sujet que je suis de loin. J'ai des discussions avec des gens, je regarde un petit peu. De toute façon, mon Twitter a été envahi de ce sujet depuis les 6 derniers mois. Il y a une partie de moi qui est extrêmement contente, extrêmement impressionnée par tout ce qui se fait et la vitesse à laquelle ça a progressé, parce que j'ai l'impression que ça a été c'est un sujet qui existe depuis très très longtemps, un domaine, disons, et ça stagnait. Enfin, on va pas dire que ça stagnait, mais ça se développait doucement. Et là, depuis 1 an, 2 ans, ça commence à prendre des proportions mais incroyables. Moi, ce qui me bluffe, en plus, c'est rigolo qu'on en parle, parce que hier, j'étais en train de m'amuser avec Midjourney. C'est quand même, je trouve qu'on atteint un niveau où là, on peut se poser en fait, il y a beaucoup de questions. Je trouve ça d'un point de vue technique, d'un point de vue humain aussi, voilà, création humaine, je me dis: «Mais c'est génial, on a réussi à faire un truc de dingue». Mais là, je me pose des questions parce que j'aime j'aime l'humain, j'aime les gens de manière générale, mais je ne fais pas forcément confiance à l'humain. Je suis pas très optimiste malheureusement sur comment dire? L'être humain. Et je me dis: «Il va y avoir des dérives». Enfin, il y en a déjà de toute façon, mais il va y en avoir, et là, il faut qu'on fasse vraiment attention en tant que société, justement aux dérives. Il faut que la loi accompagne très, très vite ces nouveaux changements, parce qu'il va y avoir des soucis de copyright, il va y avoir des soucis de vol de la propriété intellectuelle, mais ça, à la rigueur, c'est une chose. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est tout ce qui est fake news, parce qu'on voit déjà tout ce qui est deepfake, tout ce qui est maintenant, tout ce qui est IA basé sur la voix aussi. On peut recréer des chansons à partir de répertoire musical d'un artiste et créer des nouvelles chansons que vous aurez chantées et enregistrées sur votre micro comme ça. Enfin, je me dis, si c'est d'un point de vue créatif et qu'on cherche à créer des nouvelles œuvres, que ce soit visuel, auditif, peu importe, très bien.
Maintenant, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'arnaques, beaucoup de manipulations faites à travers ces outils. Et c'est ça qui me fait le plus peur parce que ça peut être très, très dangereux. Parce que les gens de nos jours, ils font déjà, il n'y a pas forcément ce réflexe de la part de la population de faire attention et de checker les sources et de regarder si l'information est réelle ou non. Évidemment, je parle du grand public, hein. Il y a plein de personnes qui le font, mais ça représente une petite proportion de la population. Et surtout, ça devient de plus en plus difficile à détecter. Et c'est ça qui me fait peur. Donc voilà mon avis général sur tout ce qui est IA et tout ça. Et du coup, Notion AI, je l'avais testé un tout petit peu quand c'est sorti au début. J'ai trouvé ça sympathique. Je l'avais testé surtout pour tout ce qui était résumé de contenu long. C'était pas mal. Et traduction, j'avais testé, mais bon, c'était pas dingue. Enfin, j'avais pas trouvé ça incroyable pour la traduction. Mais j'avais bien aimé tout ce qui était résumé, effectivement, tout ce qui était reformulation. Ça, c'était plutôt cool. Mais en fait, quand ils ont commencé à faire le push public de Notion AI, j'ai franchement pas du tout aimé la façon dont ça a été fait. J'ai trouvé ça très intrusif, en fait. Et je trouvais que c'était pénible d'utiliser Notion à ce moment-là parce que on était sans arrêt stoppé par l'IA, enfin voilà, par cette nouvelle commande et tout. Et c'était pas du tout ce que je voulais. Donc très vite, j'ai demandé à le désactiver. Ce qui fait que je ne l'utilise pas du tout depuis que ça a été sorti publiquement. Et je pense qu'il y a quand même son intérêt. Enfin, je vois bien les nouvelles propriétés qui sont sorties et tout. Peut-être que maintenant, d'ici quelques temps, je vais changer je vais accepter de l'utiliser, même si le tarif, c'est pareil. Je trouve que ça a été un petit peu. Je peux comprendre parce que il dépend de même de ChatGPT et compagnie, enfin d'OpenAI, mais c'est pas peu cher, disons. Je trouve. Quand tu es une seule personne, ça va, mais quand tu as une équipe, sachant que c'est par personne, que c'est un tarif en plus par personne, ça peut vite grimper. Et je pense qu'il y a beaucoup de cas d'usage intéressants, mais en fait, avec ce tarif-là, je doute qu'ils vont réussir à. Enfin, je sais pas. Je suis un peu sceptique. C'est vrai que moi, je me suis dit, tu prends un abonnement à ChatGPT, tu les connectes avec l'API, avec un certain nombre de choses, t'en arrives à moins cher que si t'es à un nombre, tu vois, t'es 40, 50, 100 dans la workspace. Bah, du coup, ouais, c'est mieux. Alors, certes, tu as beaucoup de maintenance, beaucoup de tech autour aussi, ce qui n'est pas non plus à négliger. Mais c'est vrai que, ouais, un coût par utilisateur, c'est vrai que ça a fait en tout cas un peu bondir. Et je pense que ça le fait toujours parce que la plus-value en termes de productivité, elle l'est sûrement et elle l'est de plus en plus. Je pense, là, du coup, voilà, des propriétés connectées, des propriétés générées par Notion AI. Mais c'est vrai que oui, ça pose un peu question et c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de mal aussi sur le côté de forcer du coup, notamment avec le raccourci espace. Ça encore ce week-end avec ma grande, c'est vrai que c'est vraiment du coup quelque chose qui n'avait pas avant, voilà, du coup dans l'outil. Mais c'est normal aussi, c'est quelque chose des évolutions et peut-être qu'à travers le temps, il y aura davantage d'usage vraiment concret quoi, autour. Ouais, je l'espère en tout cas. Et du coup, la petite dernière question, c'est est-ce que tu as des astuces un peu autour de Notion, un peu autour du workspace ou sur des permissions. Enfin, comment, en fait, si toi, t'en as dû en faire beaucoup sur des personnes qui découvrent justement Notion, par exemple, sur un usage un peu perso plus, comment, toi, tu le conseillerais de prendre la main sur l'outil Pour moi, il faut vraiment commencer petit. Et à vrai dire, commencez pas sur Notion, commencez sur papier. Parce que c'est un outil que tout le monde maîtrise. En fait, ça dépend de votre but. Mais si c'est juste pour découvrir l'outil, que vous n'avez pas spécialement de besoin urgent, que vous voulez juste voir de quoi il s'agit, créez-vous un compte et jouez un petit peu avec les templates. Et puis voilà, ça sera un bon moyen pour vous de comprendre comment ça fonctionne et à quoi ça ressemble. Par contre, si vous savez déjà à quoi ça sert, si vous êtes un petit peu convaincu par le potentiel de Notion et que c'est vraiment un outil que vous voulez mettre en place pour vous, pour votre équipe ou quoi que ce soit, là, je vous recommande de passer par une petite phase de réflexion d'abord sur vos besoins en termes de données. Quelles sont les données que vous voulez traiter? Quel cas d'usage?
Quelles sont les frictions que vous rencontrez actuellement. Pour moi, c'est vraiment important de se dire ça parce que est-ce que vous avez vraiment besoin de changer d'outil? Parce que ça reste du temps à dédier, ça reste parfois de l'argent. Donc, réfléchissez bien à ça. Et très souvent, vous allez me dire que oui, mais le fait d'avoir réfléchi à ça et surtout, qu'est-ce qui vous embête dans votre fonctionnement actuel, dans votre flux de travail actuel, une fois que vous aurez bien mis ça au clair, ça va vous aider à pouvoir faire des bons choix de création par la suite de votre espace. Donc ça serait le numéro 1. Numéro 2, essayez de vous former. Et si vous n'avez pas le temps de vous former vous-même, faites appel à un ou une professionnelle pour vous accompagner parce que sinon, ça va être enfin, comment dire, vous pouvez le faire solo, pardon, mais ça va vous prendre plus de temps et vous allez sûrement avoir de mauvaises pratiques. Donc, je vous recommande soit de vous former, vraiment de dédier un temps pour ça, soit de faire appel à quelqu'un d'expert pour vous aider à mettre ça en place, de vous aider, de vous coacher à la fois, vous expliquer un peu comment les choses marchent, mais de faire le gros du travail de structure, de création, de paramétrage. Et comme ça, vous aurez une petite base que vous pourrez utiliser sans vous prendre la tête, quoi. Et tes astuces. Merci du coup en tout cas pour l'échange du coup sur le podcast. Avec plaisir. Merci à toi, c'est super cool. Top. Puis du coup à la prochaine en tout cas, puis bonne journée du coup. Merci, vous aussi, et merci de nous avoir écoutés. C'est la fin de l'épisode, merci pour ton écoute. J'espère que l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et à noter le podcast sur les plateformes d'écoute. Cela le fera découvrir à d'autres personnes. Je te remercie. Je te dis à très vite sur Notion Explore.